J'ai le plaisir d'accueillir Cédrico, secrétaire d'État au numérique. Je crois utile de préciser qu'il a dû faire des acrobaties extraordinaires pour organiser son agenda cet après-midi. Il devait intervenir en clôture de notre événement, mais il doit intervenir à la Chambre tout à l'heure. Il a absolument souhaité être là. Et donc je le remercie infiniment d'avoir jonglé avec un agenda très compliqué cet après-midi. Il voulait absolument être parmi nous. Alors pour nous, c'est très important, même type que la Banque de France. Donc merci infiniment, mon cher Cédric, Monsieur le Ministre, et je vous passe la parole. Merci, cher Alain, chers amis. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'intervenir après le sous-gouverneur. Maintenant, on a avec les régulateurs un petit pas de deux qui est assez bien calé, je dois l'avouer. Et donc, vous allez avoir de plus en plus l'habitude de nous voir intervenir comme ça en dialectique avec les uns les autres. Je le dis en rigolant, je le dis aussi assez sérieusement. J'étais hier, par exemple, avec Delphine Damarzy, on avait l'occasion, donc qui est la nouvelle patronne de Paris, enfin d'Euronext Paris, on avait l'occasion de recevoir un certain nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont l'ambition éventuellement de se coter à Paris. Et je dois dire que je trouve ça extrêmement symbolique que cette question de l'importance des startups, l'importance des innovateurs, des nouveaux acteurs de la technologie dans le domaine notamment de la finance, mais plus largement, soit une priorité du gouvernement, ça c'est le cas depuis plusieurs années, mais l'implication de l'ensemble des acteurs, publics, parapublics, institutionnels de place, dans l'émergence d'un écosystème technologique, dans les fintechs, avec des acteurs tels que France FinTech, mais plus largement une mobilisation de l'ensemble de l'équipe de France autour de ce sujet me semble extrêmement intéressante et en tout cas susceptible de continuer à créer cet écosystème qui a permis l'émergence de plus en plus de start-up, de licornes, de création d'emplois, de création de valeur sur le territoire français. Et je profite de le dire, d'intervenir juste après le sous-gouverneur, parce que je veux vraiment remercier la Banque de France et la CPR pour les efforts qu'elle fait au jour le jour, qui ne se voient peut-être pas tout le temps de prime abord, mais on a pu, avec certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans la salle, ces derniers mois, notamment sur l'application des directives européennes, notamment sur la capacité à faire en sorte qu'on prenne en compte les spécificités, par exemple dans le KYC, des startups françaises pour faciliter les choses, faire énormément de progrès. Et il y a eu un travail à la fois des administrations et du régulateur qui a été, je crois, extrêmement favorable à l'innovation et à la capacité à faire en sorte d'avoir des acteurs des fintechs ici. Je le dis ici parce que ça ne se voit pas toujours, ça ne fait pas tout le temps la une ni de TF1 ni de France 2, mais ce n'est pas anecdotique. Alors, je ne vais pas être trop long, je vais essayer de partager quelques idées avec vous sur cette question des fintechs. On est évidemment dans une période un peu particulière on va dire, l'écosystème français, de manière générale dans la tech, des fintechs particulièrement. Et évidemment, on est tous très satisfaits, mais on n'est vraiment pas au bout de l'histoire, je l'espère, de voir cette espèce de printemps d'innovation française qui est exceptionnellement utile, exceptionnellement nécessaire si on veut faire en sorte que la France fasse partie des grandes puissances économiques dans les années qui viennent. L'innovation, c'est vrai dans la finance, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans les services, et très majoritairement, c'est l'histoire de l'économie tirée par les nouveaux entrants. Et donc, c'est impératif, si on veut faire en sorte de faire grandir ici en France de futurs champions de la finance comme de futurs champions industriels, de faire en sorte de créer les conditions d'émergence de fintech puissantes et fortes en France. Et c'est assez intéressant parce que, en quelque sorte, l'écosystème fintech, il a suivi la dynamique qui a été celle de l'écosystème français. Je me souviens, il y a 3-4 ans, quand j'étais conseiller du président de la République, on avait des réflexions sur la difficulté de lever de fonds dans les fintechs, le fait que, certes, les applis SaaS de services, ça marchait plutôt bien, mais dans certaines verticales, c'était plus compliqué, les fintechs en faisaient partie. Bon, je crois qu'on peut dire, 3 ans plus tard, que ce sujet n'en est plus trop un. Et que, d'une certaine manière, quand on regarde les levées de l'année dernière, l'émergence de certains d'entre vous qui sont là, les Swile, les United Credit, les Lydia, les Conto, les October, etc., etc., nous pouvons aujourd'hui compter sur un écosystème fintech en France qui est extrêmement intéressant.
C'est d'ailleurs une dynamique française, c'est une dynamique mondiale. Et ce que je trouve intéressant, mais il faudra voir jusqu'où tout cela va, c'est une forme de convergence des business models, d'ailleurs d'une partie des business models SaaS, vers le paiement. Le fait que, par exemple, Shopify évolue vers le paiement. Le fait que de plus en plus de business models évoluent vers le paiement, en tout cas vers une approche fintech, je trouve ça extrêmement intéressant. Ce n'est pas totalement illogique. Dans un monde où le sujet c'est la relation client, in fine, n'importe quel marchand, commerçant, à la fin, l'aboutissement c'est une transaction. Mais en tout cas, ça met le doigt sur la nécessité pour nous, pour le gouvernement, pour l'ensemble des acteurs français, pour les régulateurs, de faire en sorte que nous ayons ici des acteurs extrêmement puissants. Alors, les conditions nécessaires à l'émergence de ces nouveaux acteurs ne font pas tout le temps consensus partout, y compris chez les acteurs installés. Il y a pu y avoir dernièrement quelques déclarations un peu malheureuses sur l'open banking et une forme de manque d'enthousiasme pour le sujet. Alors, d'abord, je ne pense pas que ce soit totalement représentatif de l'opinion majoritaire qu'il y a dans les grandes entreprises françaises, en tout cas les acteurs installés. Mais j'ai eu l'occasion de le dire à la Banque de France il y a quelques jours, je veux répéter ce que j'ai dit. Il n'y a aucun secteur qui ne se soit protégé dans quelque industrie que ce soit. C'est vrai d'ailleurs dans des secteurs aussi régulés que le spatial ou l'automobile, en érigeant des barrières. Le sujet qui se pose aux acteurs, legacy en bon français, ou aux acteurs qui sont en place, n'est pas un sujet de bouger moins vite, il est de bouger plus vite. Et il n'y a pas une question d'opposition entre les fintechs et les banques françaises. Pas de question d'opposer des acteurs installés industriels qui ont un savoir-faire, une base installée, une capacité à gérer une partie du back-office, et des startups qui, en termes d'UX et en termes de capacité à réagir, sont beaucoup plus rapides. Il n'y a pas de question d'opposer ces deux mondes-là. Mais je pense que si on est capable, en France, de faire en sorte que la puissance financière de la place de Paris, la puissance financière et normative des grands acteurs français, leur capacité technique et industrielle soit alliée à l'innovation des nouveaux entrants, alors là, on peut jouer dans la cour des grands. Mais ce n'est certainement pas en considérant que c'est en mettant des barrières qui, de toute façon, seront passées par les acteurs étrangers qui, eux, feront des accords avec les GAFA et ont, compte tenu du passeport, compte tenu du marché européen, la capacité d'agir en France. Donc ce n'est certainement pas en mettant des barrières qu'on se protégera de ce genre d'évolution. En tout cas, je veux, avec vous, me féliciter de cette récente, on va dire, ce récent printemps des fintechs françaises. Le gouvernement en a fait beaucoup pour cela. On a fait beaucoup de manière assez globale. Les réformes de la fiscalité, les réformes du marché du travail, les réformes de financement, je pense aux initiatives Tibi, l'attractivité de la place de Paris et de l'écosystème tech français. Je ne crois pas que quiconque ici ait à s'en plaindre en matière de levée, le fait que des investisseurs très puissants qui permettent d'ouvrir des marchés américains, étrangers soient arrivés sur la place de Paris. C'est aussi, ou c'est pas aussi, c'est parce que on a eu à un moment le courage de faire certaines réformes qui n'étaient pas tout le temps populaires, il faut le dire. La réforme de la fiscalité du capital, la réforme de l'ISF, la réforme du marché du travail, la modification des management packages, que l'on est capable aujourd'hui d'attirer des investisseurs étrangers. Et ce qui est vrai par ailleurs sur l'écosystème technologique global, l'est aussi en matière de fintech, avec un certain nombre de modifications qui ont été apportées, l'implémentation de l'open banking, je ne vais pas y revenir, la sécurisation d'un certain nombre de cadres juridiques, et là encore je veux y revenir sur la question des cryptos. Est-ce que cette question des cryptos et cette question de la régulation et de l'innovation, elle me semble assez intéressante. J'ai entendu les prises de parole de certains d'entre vous dernièrement, ces derniers mois, qui nous disaient « mais les Européens, les Français, vous régulez, mais regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui va se passer aux États-Unis avec la nouvelle SEC. C'est un paradis de l'innovation parce qu'il n'y a pas de régulation. »
vous m'accorderez que 6 mois plus tard, ce constat demande à être tempéré sur l'absence de régulation en Chine et l'attitude de la SEC américaine. Bref. Sur ce sujet, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement clair. Et François Villeroy de Galhau avait une intervention qui, je pense, était très juste mardi matin ou lundi matin. C'est que, bien sûr que l'innovation, elle a besoin d'être mal polie, elle a besoin d'être disruptive pour exister. Et donc les premiers temps de l'innovation, elles vont contre les règles. Elles vont contre les règles parce que sinon ça ne marche pas. Mais si on veut faire en sorte que l'innovation ensuite elle se propage, si on veut faire en sorte que l'innovation elle quitte des cercles d'initiés, c'est vrai pour les cryptoactifs, pour devenir un vrai instrument financier, de financement de l'économie de manière assez large, de confiance et dans lequel les citoyens ont confiance, on a besoin de régulation. Et donc, évidemment, cette question du juste milieu, en tout cas de l'équilibre qu'on doit trouver entre régulation et innovation, elle est compliquée. Et de manière très directe, je peux vous dire qu'on se la pose tous les jours au gouvernement. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on ne va pas assez loin? On se la pose tous les jours avec Bruno Le Maire. Mais la réponse, elle n'est pas aussi simple, aussi unilatérale que de dire qu'il faut tous aider à l'innovation et rien à la régulation. Je ne suis pas certain que tous ceux qui ont investi dans les cryptos en Chine, aujourd'hui, considèrent que c'était un bon choix. Et donc, je pense qu'il faut qu'on le considère collectivement. Si on veut réussir à avancer, il faut bien évidemment un écosystème très favorable à l'innovation, une compréhension des business models des investisseurs, des start-upers et des start-upeuses, mais on a besoin profondément d'un équilibre entre régulation et innovation. Alors, quelques mots de conclusion. Le premier, c'est qu'on n'est pas au bout du chemin. Je suis super content, très heureux, je m'en félicite tous les jours qu'on ait levé 5 milliards d'euros au premier semestre. Génial. C'était 2,5 milliards d'euros en 2017. On va terminer à plus de 10 milliards d'euros, on aura fait x4. Je rappelle juste que les Anglais ont fait 14, que les Américains ont fait 150. Et que donc, si on applique une règle de 1 pour 10 entre l'économie américaine et l'économie française, on doit encore faire 3 fois plus. Et d'ailleurs, cette règle de 1 pour 10 n'était pas une règle de 1 pour 10 il y a seulement une dizaine d'années. Donc ce n'est pas une règle de 1 pour 3, de 3 fois plus, pardon, si on veut rattraper notre retard sur les États-Unis. C'est une règle de 4 ou 5 fois plus. Je le dis parce que vous êtes ambitieux, nous aussi. On n'a pas envie d'être les numéros 2 ni les numéros 3. On a envie, comme vous, d'être les numéros 1. C'est pour ça qu'on parie sur vous, d'ailleurs. Parce que, certes, parce que on aime les startups, on aime l'innovation, mais parce que fondamentalement, on pense qu'une partie de l'avenir économique de notre pays, une partie de la prospérité économique de notre pays, une partie du rayonnement technologique de notre pays, il est porté par les innovateurs et les entrepreneurs et les entrepreneuses. Le deuxième élément sur lequel je tiens à insister, c'est que l'autre élément sur lequel on va se battre, et je pense que vous verrez à peu près tous de quoi je parle, c'est l'application uniformisée des directives européennes sur le territoire européen. Parce que, très profondément, quand certains partenaires sous-transposent, sous-appliquent le règlement général de protection des données, les directives sur les paiements, l'application du KYC, bien sûr, à court terme, ils en tirent profit. Bien sûr, ce comportement du passager clandestin peut leur profiter. Profite d'ailleurs parfois, sait-on jamais, à certains acteurs étrangers qui sont installés dans ces pays-là. Mais ce que je crois profondément, mais profondément, c'est que ce genre de comportement tue l'Europe. Ce genre de comportement tue l'Europe parce que single market, single enforcement. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc la France aura l'occasion, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, de prendre des initiatives réglementaires, de prendre des initiatives auprès de la Commission européenne, je le dis en dynamique, disons-le comme ça, pour faire en sorte que, dès lors qu'on a décidé une règle dans l'Union européenne, dès lors qu'on a décidé que sur le KYC, ça marche d'une certaine manière,
eh bien ça doit s'appliquer partout pareil en Europe. Sinon, ça ne marche pas, sinon c'est de la concurrence déloyale. Parce que c'est trop facile d'aller se mettre dans tel ou tel pays pour gagner 1 ou 2 écrans de validation ou de paiement. Et parce que si on continue à faire ça, nous on va faire la même chose. Les Allemands vont faire la même chose. Les Italiens vont faire la même chose. Et à la fin, ça ne sert à rien de voter des règles européennes. Dernier élément, je profite de ce sujet qui n'est pas totalement dans le cadre des fintechs pour dire un mot des SPAC. On a vu les modes changeantes régulièrement sur les SPAC aux États-Unis. Des questions qui parfois peuvent se poser légitimement sur l'alignement des intérêts entre la société de gestion, les actionnaires, sur ce qui est en partie le mode de contournement des IPO. Bref. Ce que je crois profondément, c'est que nous n'avons pas envie que les Français ou les startups françaises, la bourse de Paris, se battent avec des armes différentes de celles de la bourse américaine. Et donc, je le dis très clairement, j'ai eu l'occasion de le dire lundi matin, je crois que Robert Ophel, le président de l'AMF, en était d'accord avec nous, nous appelons de nos vœux, je le dis par ailleurs aux investisseurs qui sont ici, l'émergence de SPAC français. Nous appelons de nos vœux l'émergence de SPAC français parce que je n'ai pas envie que certaines de nos plus belles startups, certaines de nos plus belles licornes qui pourraient aller à Paris, décident d'aller au Nasdaq parce qu'il y a l'opportunité d'un SPAC. Il faut qu'un certain nombre de règles soient respectées dans l'alignement des intérêts de la société de gestion ou de ceux qui lèvent ce SPAC avec les actionnaires. Il faut protéger et éviter une forme de perversion des règles. Mais on a besoin d'avoir les mêmes opportunités de financement en France qu'aux États-Unis. Sinon, encore une fois, c'est courir face à des gens, mais en n'ayant pas exactement les mêmes règles qu'eux. Je ne vais pas totalement être plus long, je crois avoir fait passer un certain nombre de messages. En tout cas, je veux remercier encore une fois France FinTech de m'avoir invité aujourd'hui. Vous féliciter tous et toutes pour votre énergie et puis l'espoir, l'enthousiasme que d'une certaine manière vous nous apportez. Parce qu'encore une fois, si on fait ça, si on fait en sorte de mettre les FinTech dans les conditions de réussir, les FinTech et la tech française en règle générale, c'est bien parce que dans le fond, on pense que c'est bon pour le pays. Et je crois que ce qu'on doit réussir maintenant, c'est réussir à faire converger cette forme d'énergie, de printemps des FinTech, avec ce qui fait un des assets de la place de Paris, c'est sa puissance financière. Et si on réussit à faire ça, je pense qu'il n'y aura pas de limite. Merci beaucoup.